Alors nous allons, comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, directement au chapitre 17 et plus précisément à la présentation du PADD. La conférence des présidents, fort opportunément, a jugé ce débat stratégique. C'est effectivement une étape préalable et très importante dans le cadre de l'élaboration de notre futur PLUiH. Donc je vais demander à Ned Legnaud d'assurer la présentation de ce document, même si vous... Merci, Monsieur Le Texier. Merci, Monsieur le Président. Nous prendrons la parole à deux voix également avec ma collègue Odile Morin. Voilà, le PADD est un texte hautement politique. Hautement politique puisque, vu l'inertie des phénomènes démographiques, écologiques et sociaux que nous impulsons dans notre métropole, ce texte, les choix qui seront faits dans ce texte impacteront notre métropole sur des dizaines d'années. Ce d'autant plus que nous sommes à la croisée des chemins, mes collègues l'ont rappelé, et que la triple urgence écologique, sociale et démocratique nous impose un changement drastique car nous manquons de la plus précieuse des ressources, le temps. L'annulation des PDU et PLUiH, notre incapacité à garder le PCAET dans les clous en matière de consommation énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre ont sonné comme des alertes sur le modèle poursuivi par la métropole, mais sont aussi devenus des opportunités. À l'heure où le SCOT est en cours de rédaction et que nous pouvons l'influencer, nous avons la possibilité de repenser ensemble transport et urbanisme pour inventer un nouveau récit, offrir une nouvelle perspective, une nouvelle vision. Mais qu'avons-nous devant nous via ce texte? L'image qui me vient, c'est celle d'un paquebot lancé à pleine vitesse dans la nuit noire et qui ne voit pas qu'il est entré dans les eaux glacées. Et que les icebergs, je corrige, sinon Émeric Deherle m'a menacé de changer de groupe à la ville. Icebergs donc se font plus gros et plus nombreux. Il hésite beaucoup. Un paquebot lancé à pleine vitesse donc, car au-delà de l'intention louable de caser tous les enjeux de ce siècle dans un texte, mais qui aboutit finalement à un catalogue d'intentions, parfois contradictoires, et qui donne un sentiment désagréable d'incohérence, au-delà de la novlangue du « en même temps » avec de belles déclarations d'intention, il y a un logiciel à l'œuvre qui persiste et qui signe. Ce logiciel, c'est celui de l'hypermétropolisation, de l'attractivité à tout prix, de l'urbanisation plein pot et d'affirmation péremptoire. Nous devons accueillir 9000 habitants par an, alors que rien ne nous y oblige. Et ce, au-delà de la capacité d'accueil du territoire. Parce qu'effectivement, les services, et je salue au passage le travail conséquent qui a été fait, les services ont estimé la capacité d'accueil du territoire à 63 000 logements et vous portez la barre à 72 000, alors que c'était une capacité maximale indiquée par les services. C'est une fuite en avant. Et l'impact est colossal sur notre cadre de vie. Il aurait mérité d'être évalué dans sa complexité. Comme l'ADEME l'a fait par exemple avec ses scénarios énergétiques, il aurait fallu tracer un horizon comme 2050 et définir les implications concrètes, simultanées des différents scénarios, en cohérence pas seulement avec le PLUiH, mais avec le futur PDU et le PCAET, que nous n'arrivons pas à tenir. Il aurait fallu établir des directives claires sur les transports, des directives claires sur la réduction de la consommation d'énergie, la rénovation énergétique de l'existant, se fixer des émissions de gaz à effet de serre tenables et bien sûr par les budgets. Dans l'orientation que vous avez choisie, aucune cartographie des conséquences de l'allure du paquebot dans lequel vous nous lancez. Les icebergs existent, mais ils n'ont pas de réalité tangible. Uniquement une liste de mots. Alors qu'il nous faut parler d'habitabilité de la ville, de ville hospitalière, d'équilibre, de solidarité territoriale au sein de la Haute-Garonne et même au-delà, la trajectoire que vous proposez est celle d'une ville invivable à terme. Et du retournement boomerang dans quelques années de l'attractivité recherchée quand notre ville ne sera plus adaptée au dérèglement climatique, engluée dans des problèmes de transport, de chaleur et de manque de services publics. Et comme la nuit est sans lune, cette obstination se complète de deux angles morts, de deux aveuglements qui sont très problématiques. D'abord, l'angle mort démocratique. Ce texte parle, je cite, de répondre aux aspirations et besoins des habitants. Très bien. Mais où sont-ils dans l'étude du PADD quand une seule réunion par commune a été organisée? Et pour combien de présents est présent? Comment se sont construits les scénarios? Avec quelles hypothèses de besoins venant des habitantes et des habitants? Nous rejoignons en cela les critiques faites dans la presse par la majorité de M. Terrainoves qui parlait en février 2023 de chiffres qui ne sont ni étayés ni même justifiés. Et je passe sous silence la mise à disposition très tardive des documents. Et que dire de Laval? Rien n'est écrit sur la nécessité d'associer les habitantes et habitants, les comités de quartier, les associations, les acteurs économiques dans la mise en place du PLUiH. Aucune prescription démocratique.
Et j'en viens au deuxième angle mort, le social, l'humain. Où sont les inégalités sociales dans ce texte, à part une rapide mention sur le logement social? Où est le pouvoir de vivre? Où est la jeunesse, alors que Madame Travail-Michel le disait, la majorité de notre jeunesse déclare ne pas manger à sa faim, alors que le CODEV en a souligné l'importance ce matin même? Où est la justice sociale quand vous réaffichez un item qui est vers un PDUIH bas carbone, climat, santé? Où est l'humain? Merci, Madame Morin. Oui, Monsieur Moudinque, vous vous dopez à la CAM. Vous savez, compétitivité, attractivité, métropolisation et excellence. Vous êtes dépendant du capitalisme néolibéral dont vous profitez allègrement sans partager et au détriment des habitants. Pour vous, point de salut hors de la sacro-sainte consommation. Vous voulez briller et faire briller Toulouse selon vos standards, et peu importe si les métropolitains en payent le prix fort. Il manque toute une lecture sociale dans ce document. La fin des inégalités ne va pas venir des emplois hautement qualifiés qui, par ruissellement, alimenteraient notre ville. Alors, quelle solution pour les personnes les plus délaissées du système? Quelle stratégie de réduction des inégalités qui prospèrent, car structurelle dans notre société? L'enjeu est crucial, car le dérèglement climatique ne nous affecte pas tous de la même manière. Si l'on ne pose pas ce constat, on n'est pas en mesure de répondre à l'urgence climatique en adaptant nos politiques. Il nous faut partir des besoins de protection des plus fragiles et des plus exposés. Il nous faut analyser quelles sont les populations les plus impactées, de quelle manière et quelles sont les réponses que nous pouvons construire pour adapter nos organisations et notre environnement. Aujourd'hui, construire la ville nécessite de prendre en compte toutes les situations. Par exemple, celle de nos aînés, des personnes malades et des jeunes enfants qui supportent plus mal l'excès de froid mais aussi l'excès de chaud. On ne peut se contenter, comme vous l'avez fait l'an dernier, d'adresser des messages téléphoniques aux personnes âgées, handicapées, malades, pour leur dire de penser à boire et ouvrir les piscines et les parcs beaucoup plus tardivement. Et à long terme, on doit aménager des espaces de vie qui soient climatisés naturellement, y compris avec la rénovation que l'on doit massifier et intensifier fortement. Il y aurait tant à dire sur les carences et les impensés de votre document, mais comme vous limitez aussi l'expression démocratique, je n'aborderai que certains points. Sur la consommation des espaces verts, elle doit cesser. Pourtant, alors que la loi vous oblige aujourd'hui à diminuer la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, les fameux ENAF, vous vous êtes rabattu sur le moindre jardinet pour le bétonner. Ces derniers sont classifiés comme des parcelles urbanisées et non comme des ENAF jusqu'en 2031, et vous profitez de cette faille. La nécessaire densification doit reconstruire la ville sur la ville sans utiliser le moindre espace vert. Si chaque bâtiment de la ville gagnait un étage, nous logerions du monde sans pour autant augmenter les îlots de chaleur. L'urbanisation ne doit plus conduire à aucun nouvel îlot de chaleur si nous voulons réduire les dangers pour la population pendant les vagues de chaleur. De même, anticipons les pluies diluviennes en cessant de construire des logements au rez-de-chaussée qui seront des pièges mortels pour les moins mobiles. La préservation et la gestion optimisée de la ressource en eau est également un enjeu majeur de notre territoire. La raison aurait commandé d'étudier très sérieusement la capacité de notre territoire à offrir un accès à l'eau potable à l'ensemble des habitants, sans aucune exception. Car l'agence de l'eau Adour-Garonne annonce à l'horizon 2050 une baisse moyenne annuelle des débits naturels des rivières en période d'étiage, qui sera plus précoce, plus sévère et plus longue, ainsi qu'une tendance à la baisse de la recharge des nappes phréatiques. Ces impacts, qui se font déjà sentir, vont accentuer la forte tension sur les ressources, dégrader la qualité de l'eau, fragiliser les milieux et augmenter les phénomènes extrêmes. D'autant plus avec 1,5 million d'habitants supplémentaires sur le bassin d'ici à 2050, qui en plus se répartiront inégalement en se concentrant principalement sur la façade littorale et dans les grandes agglomérations. Cela compromettra l'accès à l'eau, tant pour l'eau potable que comme support essentiel de l'économie dans le bassin. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais l'agence du bassin. La même question doit se poser en termes de capacité à répondre aux besoins alimentaires de tous, tant en termes de qualité que de quantité, y compris en cas de phénomène climatique majeur. Nous avons pu mesurer notre vulnérabilité et notre dépendance à l'occasion de la crise du Covid. Alors que nous avons tout intérêt à relocaliser l'économie et à favoriser des productions locales, nous ne sommes pas capables de dire combien de personnes pourront continuer à s'alimenter dans notre ville en cas de crise majeure. Pourtant, gouverner, c'est prévoir, et pour tous. Faites-vous partie de ceux qui n'ont prévu que pour eux-mêmes? Autre enjeu de ce PADD, la cohérence urbanisme-transport
et la compatibilité avec les documents d'urbanisme à l'échelle de l'aire urbaine. Malheureusement, vous êtes en train de construire le futur SCOT sur les mêmes hypothèses délirantes d'arrivée de population basées sur votre croyance aveugle dans la croissance infinie, au lieu de travailler les équilibres territoriaux et économiques avec le tissu de l'aire urbaine et des villes à 1 heure. Faute de plan de déplacement, annulé, englué dans le choix unique du métro, vous avez négligé la structuration d'un réseau de transport performant à l'échelle de l'aire urbaine. Résultat, en dehors de la ville de Toulouse, et encore ça dépend des quartiers, et des 3 communes desservies par l'actuel tramway et le futur métro, vous organisez l'impossibilité de permettre un maillage dense de transports en commun, pourtant seul à même de permettre un report modal et d'éviter l'aggravation de la congestion de nos routes au détriment de la santé publique. Par exemple, nous pourrions avoir d'ici 2029 des transports cadencés à la demi-heure de 5h et minuit grâce au RER métropolitain porté par Rallumons l'Étoile, qui propose d'utiliser les infrastructures ferroviaires existantes. Mais vous continuez à mettre les moyens dans un réseau routier aspirateur à voiture. Alors que ce projet de RER dépasse tous les clivages partisans, étant soutenu autant par le MEDEF que par les collectivités qui se réclament de la gauche, vous vous y opposez en nous racontant que ce n'est pas dans le champ de vos compétences. Pourtant, la LGV, qui n'est pas plus dans le champ de vos compétences si l'on suit votre raisonnement, a bénéficié d'un fort engagement de votre part et de 600 millions. Qui plus est, si vous évoquez à juste titre la nécessité de densifier autour des sorties de métro pour garantir la fameuse cohérence urbanisme-transport, vous n'avez strictement rien prévu pour organiser la densification autour de l'ensemble des gares existantes et à venir. C'est une faute politique majeure. Enfin, il y a également des incohérences sur les questions de biodiversité et les différentes trames écologiques. Vous parlez de protéger l'existant tout en laissant la porte ouverte à des dérogations, alors qu'il est urgent de restaurer toutes les continuités écologiques et pas simplement de conserver un mitage de biodiversité par-ci par-là. Vous n'évoquez pas aussi peu la protection contre le bruit, pourtant enjeu de santé publique, la pollution lumineuse qui, outre l'aspect énergétique, impacte tant la biodiversité. Que faites-vous au final pour rendre la métropole habitable pour tous et réellement coopérante avec les territoires environnants? Nous devons pratiquer le desserrement économique en insistant à l'installation des entreprises en dehors de la ville-centre et de sa périphérie. Nous devons partager les services au public. Et vous devez sortir du double langage macronien qui consiste à se prétendre écologique et pragmatique tout en passant outre la volonté populaire pour construire des aspirateurs à voitures et édifier des blocs de béton où les locataires vivent à 3 mètres des fenêtres de leurs voisins, tout en refusant le projet primé de ferme urbaine à Bordelongue permettant de diminuer les îlots de chaleur sur les pradettes ou en n'entendant pas le collectif citoyen qui vous interpelle pour renoncer à créer un quartier avec quasiment autant d'habitants qu'à Auch sur la zone agricole et maraîchère de Palificat au nord de Bordeaux-Rouge. J'ai bien noté le dépassement, Monsieur le Merci. Président, et je vous remercie d'avoir laissé mes collègues dépasser légèrement. Il me reste 30 secondes. Non, mais vous n'avez pas 30 secondes. Madame Morin, à qui vous avez souhaité céder votre parole, a consommé votre temps de parole et même est allé au-delà. Donc je donne la parole à Pierre Lacaze. Ce n'est pas correct, Monsieur le Président. Vous fixez des temps de parole de manière négociée. Vous ne tenez aucun compte des difficultés de chacun. Et c'est seulement décent de ne consacrer que quelques minutes à quelque chose qui est un enjeu majeur pour notre territoire. Je regrette que vous n'ayez pas laissé la parole à mon collègue, car il allait conclure en 30 secondes. Merci. Bon, Monsieur Lacaze, est-ce que vous renoncez à votre temps de parole au profit de Monsieur Le Texier? Est-ce que vous renoncez à votre temps de parole au profit de Monsieur Le Texier? Oui ou non? Oui, vous renoncez. Très bien. Donc votre groupe ne s'exprime... Ah, il faut savoir. Vous ne pouvez pas être en même temps, Monsieur Lacaze. Hein? Je propose sur mon temps de parole de laisser 1 minute à Monsieur Le Texier. Monsieur Le Texier. Merci beaucoup, Monsieur Lacaze, de ceci. Voilà, pour conclure, pour donner notre position, ce texte n'est pas à la hauteur de nos défis et de nos urgences. Il aurait mérité un grand débat public et du courage politique. Cela n'arrivera pas. Nous sommes donc condamnés à vous voir vous obstiner à tracer à vive allure au milieu des icebergs. Et voilà, et malgré tous les signaux qui ont été envoyés, la question est angoissante, car comme hier dans les eaux glacées de l'Atlantique, comme aujourd'hui face à l'inflation, comme demain face aux conséquences climatiques, il n'y aura, grâce à vous et vos amis du gouvernement, de canaux de sauvetage que pour la première classe.
Merci. Le débat est donc clos. Je vais mettre aux voix le PADD qui ne participe pas. Le débat. Qui ne participe pas, qui s'abstient. Qui vote contre. Monsieur le Président, j'aimerais vous lire une jurisprudence. C'est adopté. Donc nous allons maintenant. Puis-je vous lire une jurisprudence madame, par rapport au temps de parole, Monsieur le Président? Non, je ne vous donne pas la parole. Donc la loi, ne vous l'appliquez pas, Monsieur le Président. Vous n'avez pas à m'interrompre. Je suis là pour. Je veux simplement vous rappeler la loi. Est-ce que ça vous pose un problème, Monsieur le Président? Que nous examinions les délibérations inscrites donc, à l'ordre du jour. De la loi ne vous en déplaise. La loi, c'est que nous devons délibérer. Voilà. Ben non,